toujours une joie d'être à Valprès d'abord. Depuis des années, Challenge est partenaire. On a évoqué souvent ces sujets comme on dit, de RSE, mais jamais autant sans doute que cette année. Et on a le sentiment un peu diffus qu'il y a une urgence. Alors pas la même urgence que celle qu'on a évoquée à l'instant avant Schubert nous adoucisse un peu les mœurs. Pas la même urgence et violence, mais tout de même une sorte d'urgence climatique. Ça va être un des thèmes de cette table ronde, savoir ce qui se passe à l'intérieur des réseaux, qu'ils soient bancaires ou de gestion de fortune ou au sein de l'investissement des entreprises, du private equity. Est-ce qu'on est passé de ce que nous, les journalistes, on appelle le greenwashing, vous savez, c'est on peinturlure en vert toute sa communication pour faire bien, à une réalité, quelque chose qui a véritablement un impact sur l'économie. Alors, nos trois intervenants, c'est formidable, c'est un panel extrêmement complémentaire. Aurélie Bauduin donc, travaille chez Mescart, qui est engagée, elle nous réexpliquera ça, mais depuis... Mescart, c'est pour ceux qui sont un peu de l'ancien monde comme moi, c'était une charge d'agent de change qui existait donc des années 1930, je crois, c'est marqué d'ailleurs, 1935, et autre pionnier donc, de l'investissement responsable, puisqu'il y a un fonds éthique qui a été créé chez Mescart en 1983. Donc autant dire, il y a une éternité au rythme où vont les choses. Raphaël Leroy s'occupe de porter la bonne parole de la RSE dans tout le réseau de la banque, le réseau banque de détail de BNP Paribas, et aussi accompagner la mutation de la banque sur ces sujets depuis quelques années. 2014, je crois, l'accélérateur a été donné par à la fois la base et la direction de BNP Paribas. Et enfin, on va dans le monde, pour parler en bon français, du private equity, c'est-à-dire des sociétés non cotées, avec Nicolas Sherman, donc est l'un des dirigeants de Ciparex, société de capital investissement bien connue des Lyonnais, donc avec un portefeuille extrêmement important dans de multiples PME de France et de Navarre. Et on va savoir si effectivement ce critère RSE est maintenant quelque chose qui est réellement pris en compte quand on prend une décision aussi lourde que l'investissement dans le capital d'une entreprise. Alors peut-être juste un petit mot de méthodologie, parce que moi je m'y perds un peu, je ne suis peut-être pas le seul, entre RSE, ESG, ISR, impact inclusif, etc., etc. Juste nous dire de quoi, peut-être Aurélie, de quoi on parle. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que ce qu'on évoquait, c'est qu'on est dans un univers qui est très jargonneux, soit c'est du jargon, des acronymes, soit c'est de l'anglais. Donc on va essayer d'être le plus clair possible par rapport à tout ça. L'ISR, l'investissement socialement responsable, c'est l'approche des investisseurs qui essayent d'intégrer dans leur politique d'investissement des critères extra-financiers. La RSE, responsabilité sociale, sociétale des entreprises, c'est ce qui est mis en place au niveau des entreprises, les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance mises en place au niveau des entreprises et regardées par les investisseurs qui font de la gestion ISR. Et enfin, l'ESG, ce sont les critères qui sont regardés très spécifiquement, environnement, social, sociétal et gouvernance, qui sont regardés, qui sont pris en compte dans la RSE des entreprises et qui sont regardés par les investisseurs ISR pour faire leur sélection d'entreprises considérées comme suffisamment socialement responsables. Très bien. Eh ben, merci pour ce point. C'était très clair. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très clair. Je me suis toujours posé la question. C'est vrai que nous autres journalistes, on est moins rigoureux et on utilise de façon peut-être un peu indifférente l'un ou l'autre terme. Moi, j'ai retenu ESG, donc environnement, sociétal, gouvernance. Peut-être, Nicolas, quel est celui de ces trois critères qui, selon vous, est le plus important dans votre politique d'investissement? Ah oui, on n'a que 3 micros pour 4, donc on va partager. Bon, je commence alors. Merci Pierre-Henri. D'abord, juste avant de répondre, mais je vais aller vite à la question, un petit point, parce qu'effectivement, il y a un basculement qui s'opère, et vraiment une accélération très forte. Pour continuer à parler en bon français,
Donc nous, on parle plutôt d'ESG quand on parle de capital investissement, de private equity. Donc notre attention aux bonnes pratiques, en fait, pour nous-mêmes, mais aussi pour nos entreprises, les entreprises dont on est actionnaire en matière environnementale, en matière sociale et sociétale, et en matière de gouvernance. Et donc, ce sujet, parce que vous le savez également, malheureusement, l'argent qu'on investit dans les entreprises, ça n'est pas notre argent, mais il vient de banques, de compagnies d'assurance, de fondations, de familles, beaucoup chez Syparex. Et donc les investisseurs qui nous confient ces capitaux ont des exigences très fortes en matière d'ESG, voilà, et vraiment qui se sont très fortement renforcées ces dernières années. Donc très simplement, si on n'est pas en capacité nous-mêmes à les vivre et à les répercuter et à co-construire un projet avec nos participations sur ces thèmes, on est privé de capitaux. Voilà, donc c'est devenu un sujet vital. Donc vos investisseurs, ils sont plutôt climat, ils sont plutôt gouvernance. Alors, ils sont plutôt social, sociétal. Qu'est-ce qui est le plus important pour eux dans les questions qu'ils vous posent? Il n'y a pas de grande thématique. Après, il peut y avoir des points de sensibilité. Ce qui est important, c'est qu'on couvre les sujets. Après, pour répondre à la question, c'est comment est-ce qu'on couvre ces sujets? Et c'est là où on trouve les points de sensibilité. C'est tout simplement qu'en fonction des activités dans lesquelles on investit, on a parfois le E, parfois le S, enfin les S, social et sociétal, c'est important pour nous, ou la gouvernance, mais qui fait plus classiquement partie de nos métiers, évidemment, quand on investit en majoritaire ou en minoritaire dans une PME, une ETI, qui sont des points de sensibilité. En ce moment, pour être très concret, et vous en avez d'ailleurs un exemple dans la presse économique ce matin, mais je ne peux pas citer décemment le journal, on vient d'annoncer une prise de participation d'une société qui s'appelle Jackie Perreno, qui est un grand acteur du métier de la logistique et du transport, qui a ses origines dans la région, mais qui est un acteur hexagonal. Et typiquement, cet acteur, il est le premier européen, voilà, le premier meilleur de la classe en Europe sur la dimension gaz naturel et électrique de son parc de camions, au sens où il a 8% en fait, de son parc voilà, qui coche ces cases. Du coup, il va aller un peu plus cher à acheter ce transporteur. J'espère pas. Ça crée de la valeur. Il a une grande qualité. Question, ça crée de la valeur. Il sera, je pense, un peu plus cher à revendre, certainement, dans quelques années, puisqu'on est à 8% aujourd'hui, et on s'est donné aussi un objectif d'aller à 24% à un horizon moyen terme, donc c'est encore plus d'exigence. Le métier, il est plutôt à 2% si on le regarde en moyenne en Europe. Donc ça, c'est une illustration. Merci Nicolas, c'est illustration. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le réseau BNP Paribas? Qu'est-ce que vous observez, vous êtes plongé là-dedans depuis 5-6 ans. Est-ce qu'il se passe quelque chose là, on va dire depuis, je sais pas, avec le discours de Greta par exemple, ou vos clients, je vais réagir d'abord parce que vous avez parlé de 3 termes, RSE, ESG, impact, etc. Tout à l'heure, le ministre Bruno Le Maire nous a expliqué qu'il y avait un nouveau capitalisme. Donc je pense que dans l'ancien monde, on parlait de RSE. Donc on va être un peu plus moderne. Aujourd'hui, dans l'ancien monde, on parle de RSE. Aujourd'hui, dans le nouveau monde, parce que je pense que la bascule... L'ancien monde, c'est la loi Pacte, c'est marqué dedans. Donc le pauvre ministre, il ne faut pas trop lui dire ça. Il parle du nouveau capitalisme. Et donc, en fait, dans le nouveau monde, mais qui est peut-être demain, du coup, mais je pense qu'il faut qu'on avance vite, on parle d'engagement d'entreprise. Donc moi, je suis directrice de l'engagement d'entreprise pour les réseaux de BNP Paribas en France. Je ne suis pas directrice RSE. J'étais directrice RSE hier. C'est quoi la grande différence ? C'est que même si c'est encore confus, il y a des signes de plus en plus tangibles, des urgences, des risques climatiques. Et si on a un doute, je pense que vous avez peut-être entendu parler du communiqué de presse qui a été signé par 11 000 scientifiques du monde entier qui nous ont dit que le risque climatique, c'était peut-être encore plus dangereux que ce qu'on imaginait. Dangereux, bien évidemment, on l'a vu sur le climat, qu'il y avait un risque également humanitaire. Et donc, du coup, si on a un doute, on va prendre progressivement conscience qu'il faut agir. Et donc, le nouveau modèle d'entreprise aujourd'hui, c'est un modèle qui ne met pas la RSE à côté du business, mais au contraire, qui intègre les objectifs commerciaux et les objectifs sociaux et environnementaux. C'est une grande différence, parce qu'on va parler aujourd'hui d'investissement, on va parler de rentabilité. Jusqu'à présent, notre sujet, quand on est dans l'ancien monde, on parle essentiellement de performance économique. Et dans le nouveau monde, on ne va plus parler de performance économique ou de performance financière. On va parler d'une performance globale. Et ça, c'est essentiel dans cette table ronde. Une performance globale qui va intégrer performance financière et performance sociale et environnementale. L'une et l'autre se servant. Et pour ceux qui sont un peu plus dans la prise de conscience, ce n'est pas seulement d'ailleurs ce lien entre les deux,
mais c'est sans doute la performance sociale, la performance environnementale qui générera la performance économique. Le gros sujet, c'est de prouver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des tendances. Quand on regarde des études de la BPI, on voit que les entreprises qui ont une démarche RSE structurée sont 13% plus rentables. On a le sentiment, globalement, et la conviction que les entreprises, inversement, qui ne mettront pas en place une démarche structurée, qui ne prendront pas en compte les enjeux socio-environnementaux, iront sans doute dans le mur ou disparaîtront. Et du coup, on intègre de plus en plus ces fameux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance dans le corpus habituel de notre analyse financière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques, quand on analyse aujourd'hui le risque d'une entreprise, on va non seulement regarder les ratios financiers, mais de plus en plus, on intègre l'extra-financier dans le financier, qui n'est plus... C'était important. Je voulais juste ma Voilà. question, je voulais juste savoir Mais moi, si... comme je n'avais pas vos questions, j'ai mes réponses. Non, mais je voulais juste savoir si le client BNP Paribas, si vous avez observé une évolution, Alors, je veux dire, par rapport à 2014, vous avez commencé, vous connaissez par cœur le réseau de BNP Paribas, par Il y a une rapport accélération. à 2014, est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que les gens ils vont voir leur conseiller en disant oui, voilà, j'ai je sais pas, 40 000 euros à placer, mais vous n'avez pas quelque chose quand même voilà, je ne veux pas placer ça n'importe comment. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'il se alors, passe quelque chose? on part de critères de... Je pense qu'il y a une prise de conscience qui va au-delà de... je vais arriver à l'épargne. Le client initié, et je pense qu'il y a des tendances qui existent, on voit qu'aujourd'hui, quand on regarde... C'est une enquête AXA, donc pas BNP Paribas, qui a été réalisée, on voit pour les épargnants, je parle des gens initiés, il y a à peu près plus de 80% des épargnants qui disent aujourd'hui que le côté social et environnemental de leur placement devient prioritaire. Et puis ça, c'est encore plus vrai dans les jeunes générations, puisque quand on regarde, c'est plus de 90% pour le coup des milléniums, ce qu'on appelle les jeunes générations, bon, c'est de 18 à 30 ans, hein, on y est presque encore. Là, c'est encore plus fort. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a une attente, une évolution et une accélération. Je pense que, et d'ailleurs, la RSE qui est devenue engagement d'entreprise, c'est l'accélération de la prise de conscience. Et ce terme accélération est important parce qu'on est pressé quand on dit critères de choix pour l'épargne, mais c'est de manière générale critères de choix pour un jeune qui va rejoindre une entreprise. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du mouvement écologique, du réveil étudiant pour un mouvement écologique. Alors, il y a beaucoup de patrons d'entreprise dans cette assemblée. Au MEDEF, en septembre, il y a le représentant de ce mouvement écologique, donc c'est des étudiants des plus grandes écoles de France, qui a commencé son discours au MEDEF en disant « Mais ça sert à quoi de venir au travail en vélo si c'est pour aller bosser dans une entreprise qui n'a pas pris en compte les sujets socio-environnementaux ?» Et du coup, par rapport à tout ça, on voit bien que vous avez prise de conscience. Donc il y a une prise de conscience générale après. Et c'est ça le plus compliqué, c'est que ça reste confus, hormis pour les initiés, et l'enjeu aujourd'hui c'est de faire venir les non-initiés, ça reste assez confus. Il faut qu'on continue à les accompagner, il faut qu'on continue à avoir une offre beaucoup plus large, et il faut qu'ils comprennent finalement ce que c'est que les enjeux socio-environnementaux. Mais on voit qu'il y a une envie plus forte. Alors, les initiés, c'est vos investisseurs, ils sont très initiés. Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Et je poserai la même question rapidement à Olivier. Est-ce que vous sentez qu'il se passe quelque chose? Je l'ai dit tout à l'heure, mais pour rebondir aussi, les investisseurs, il y a quelques années, l'ESG, voilà, c'était un nice to have, comme on dit. Aujourd'hui, c'est un must have. Ça veut dire que si vous n'avez pas ça, c'est discriminant. Bon, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, et il y avait ça devant nos yeux il y a quelques instants, on parle bien aussi dans nos métiers de gagner de l'argent, voilà, in fine, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Après, c'est de réconcilier quelque part le quantitatif et le qualitatif. Voilà, et c'est ce qu'on est en train de faire quand on parle de STEM. L'investisseur, que ce soit un institutionnel, une famille, je pense qu'on peut poser la question dans la salle, voilà, je suis à peu près sûr du résultat. Le choix numéro 1 d'un placement, c'est est-ce que le placement il va rapporter ou il ne va pas rapporter. Si la performance financière est mauvaise, vous n'allez pas aller engager votre argent, ni l'argent de l'institution que vous gérez dans ce placement. Après, en parallèle de ça,
et c'est ce que tend à prouver aussi certaines études comme BPI France et autres. Et nous, c'est ce qu'on voit dans nos reportings très clairement. On a à peu près 170 boîtes en portefeuille de la start-up à l'ETI aujourd'hui, et on a du reporting sur chacune de ces entreprises chaque année, hein, une trentaine de fonds sur une centaine de critères ESG. Donc, on voit que les meilleurs de la classe sur le plan financier, mais ce qui est finalement la traduction, voilà, à travers une mesure d'un élément de performance, c'est aussi les meilleurs performeurs sur le plan environnemental, social, sociétal et évidemment de gouvernance. C'est peut-être ça la grande évolution. Donc ça, c'est finalement la synthèse et réconcilier ces deux mondes et pas vouloir être meilleur d'un côté ou meilleur de l'autre, puisque ce qu'on veut faire tous, dans nos métiers à nous, c'est maximiser effectivement le return, le profit pour nos investisseurs. Et si en plus, si ça fait partie des valeurs, et c'est évidemment quelque chose de très fort chez Syparex, investisseur responsable depuis 1977, si en plus on a un impact environnemental, sociétal favorable, pour des personnes comme nous qui sommes proches de Michelin, avant la loi Pacte, un rapport Sénart-Nota qui a beaucoup résonné aussi à nos oreilles, c'est évidemment quelque chose de très positif. Je voudrais savoir, vous avez peut-être des clients communs, parce que vous aussi, vous avez des grandes familles, des institutionnels aussi. Est-ce que vous sentez qu'il s'est passé quelque chose là, ces derniers temps? Quelle est l'évolution? Est-ce qu'il y a vraiment une demande de la clientèle pour ces produits-là? On va voir après comment ils sont profilés, ces produits ESG ou ESR. Alors, il y a eu effectivement plusieurs catalyseurs. Le premier pour moi dans l'histoire, c'est la COP21, qui a créé une vraie prise de conscience au-delà des investisseurs institutionnels et de certaines associations, fondations ou grandes familles qui étaient très engagées, mais ça relevait d'un engagement personnel ou professionnel. On s'est rendu compte avec la COP21 qu'il y a eu une vraie prise de conscience et tout un catalyseur qui s'est mis en place, aussi bien d'un point de vue sensibilisation du grand public et des demandes qui sont extrêmement fortes, et au-delà même de la réconciliation, j'ai envie de dire de la convergence. On se rend compte qu'il y a une vraie convergence entre le financier et ce qu'on appelait, et d'ailleurs l'extra-financier, c'est peut-être un mot qui est dépassé, qui appartient à l'ancien monde, l'ESG et le financier, il y a une vraie convergence entre les deux, et on l'a vu depuis 2015, un phénomène d'accélération où aujourd'hui, tout le monde s'intéresse à ces sujets avec aussi une approche de risque-opportunité, en se disant, on l'a évoqué déjà un peu ce matin, on parlait des millénials, des jeunes générations, en tant qu'investisseur, mais aussi en tant que consommateur, client des entreprises, et en tant que jeune salarié, c'est un outil véritablement stratégique d'attraction et de rétention des talents. Donc on voit qu'il y a un enjeu d'opportunité stratégique pour les entreprises. Il y a aussi une prise en compte de nouveaux risques qui étaient peut-être jusqu'à présent un peu dans l'angle mort quand on évaluait l'entreprise d'un point de vue purement financier. Et on parle aujourd'hui de tous les risques de transition, les risques physiques liés aux catastrophes naturelles, des risques réputationnels aussi, ou risques réglementaires. Tous ces éléments font qu'aujourd'hui, c'est devenu incontournable quand on analyse les entreprises. Et c'est une demande forte de la part des clients qui, effectivement, ISR, c'est la terminologie qu'on utilisait jusqu'à présent. L'ISR 2.0, en quelque sorte, qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est l'ISR, l'investissement à impact. Voilà, alors changez pas la terminologie trop souvent quand même, parce que ça pour moi, vous l'avez dit, hein, ça reste un peu confus. Et voilà, je pense. Alors justement, pour mettre un peu de clarté là-dedans, en plus, il y a différentes stratégies d'investissement. Je résume, hein, c'est sûrement très journalistique et caricatural, et un peu de mauvaise foi. Donc il y a ceux qui disent c'est la stratégie un peu facile, best in class. C'est-à-dire que j'investis dans tous les secteurs et je vais prendre le meilleur de la classe, c'est-à-dire les camions. Bon, c'est quand même utile, les camions, ça pollue, mais si je prends le moins polluant, le plus vertueux, c'est quand même bien. Après, j'ai ceux qui excluent, qui disent non, je ne prendrai pas de camion, c'est horrible pour la planète, il y a une urgence, donc c'est exclusif. Je n'investis que dans certains secteurs, ou j'investis dans tous les secteurs, sauf vous m'enlevez le tabac, les canons, les camions, le diesel, le charbon, et puis le gaz aussi, puis où ça s'arrête. Et puis il y a peut-être une autre, alors c'est peut-être un peu ça maintenant, plus tellement à la mode, mais au départ, je me rappelle, il y avait beaucoup de fonds éthiques. C'est-à-dire on faisait de la performance et on reversait, on disait je vais reverser 10%, peu importe la façon dont cet argent a été gagné, parce que je vais reverser d'une certaine façon une partie à la communauté, 10% ou 15% la performance qui sera reversée. Alors, je voudrais savoir un peu
dans vos différents produits que vous proposez tous, de quelle école vous êtes BNP Paribas, alors vous faites un peu de tout, comment c'est organisé la stratégie? Je laisserai les experts sociétés de gestion s'exprimer, moi je vais parler au nom des clients. Donc en fait, il faut un peu de tout pour répondre au profil social et environnemental de nos clients. En matière d'épargne, le marché va être guidé par l'offre. Aujourd'hui, on a souvent l'habitude, quand on fait le profil financier de nos clients, on parle que d'un profil financier. Le nouveau monde, c'est d'abord de commencer par faire auprès de nos clients épargnants leur profil social et environnemental. Quels sont aujourd'hui, et ça participera d'ailleurs à de l'éducation, parce que c'est important si on veut aller dans le nouveau monde, de faire de l'éducation. Commencez par venir vous rencontrer et vous parler non pas de financier, mais de vous parler de vos centres d'intérêt. Et une fois qu'on comprend vos centres d'intérêt, c'est de comprendre quel type d'épargnant impacteur vous voulez être. Je peux être un épargnant qui est conscient des risques socio-environnementaux, mais qui reste finalement assez multisectoriel, pour reprendre votre mot. Et là, on voit qu'aujourd'hui, toutes les sociétés de gestion sont en train de faire en sorte que l'ensemble des placements soit investi au travers des filtres ESG. Donc globalement, demain, parce que de toute façon les normes vont évoluer, tout ce que vous allez épargner, au moins vous saurez qu'il y aura eu le filtre ESG, pour reparler comme les experts. Ensuite, je peux être un investisseur ESG+. Alors, c'est qui le ESG+? On parle beaucoup des objectifs du développement durable. C'est aujourd'hui le langage universel de l'impact social et environnemental. Alors, le ESG+, c'est se dire, non seulement je vais vous porter, je vais regarder les critères sociaux, environnementaux, etc., mais je vais peut-être aller plus loin et regarder dans mes investissements ceux qui vont contribuer aux 17 objectifs du développement durable, donc qui couvrent l'ensemble des risques, que ce soit sociaux, environnementaux, et la lutte contre la pauvreté, pour faire simple. Et puis après, je peux être un peu plus... Alors, je ne suis pas encore totalement l'impacteur, mais quand même, là, je progresse. Et on parle beaucoup des fonds thématiques. Donc, comment, je vais proposer à mes clients des investissements qui sont un peu plus sur la transition énergétique, un peu plus sur l'accès à l'emploi, un peu plus sur la lutte contre les déchets. Donc là, j'ai déjà passé un cap. Et puis après, on arrive sur les impacteurs. Et là, on parle beaucoup, alors c'est le terme anglais des fonds d'impact investing. C'est des fonds à impact. Et là, je suis un épargnant qui veut en fait, au travers de mon épargne, avoir un rôle direct, quasiment m'impliquer dans les enjeux socio-environnementaux. C'est par exemple vouloir investir, je sais qu'il y a Habitat Humanisme, vouloir investir sur un fonds qui investit directement sur une association comme Habitat Humanisme, parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y ait tellement le mal logement en France. Donc je parle d'Habitat Humanisme, qui est une superbe association lyonnaise. Et puis après, il y a l'extrême, c'est le philanthrope, c'est celui qui va vouloir donner, parce qu'effectivement, il faut aussi qu'on puisse contribuer. Alors... Donc c'est ça qu'il faut être capable de comprendre. Et une fois qu'on a compris ces différents profils, là, il y a un gros travail encore à faire, c'est d'être capable de développer une offre la plus large possible, de manière à faire en sorte qu'il y ait un afflux. C'est absolument fascinant ce que vous dites. Moi, je vais appeler ça la convergence marketing. C'est-à-dire que dans les années, on va dire 90, toutes les grandes banques à réseau avaient commencé à faire du profilage de clients. Il y avait même eu des scandales. Je me rappelle un de vos grands concurrents qui est vert aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais nous, on est vert. Hein. Oui, non, mais je sais. En plus, je dis aussi. Du climat qui mais change. qu'on a l'habitude d'appeler la banque verte. Il y avait eu un scandale parce qu'il leur a mis des noms d'animaux. Il y avait les écureuils, les souris, les rats. Enfin bon, et on profilait les gens en fonction de leurs objectifs financiers. Et nous, on met des trèfles. C'est marrant de voir que les mêmes techniques sont Et utilisées c'est l'évolution. dans ce secteur-là. On va mettre des trèfles. Ce qui est plus gentil. Alors, je voudrais savoir un petit peu quel type de stratégie. Donc là, on a bien compris, BNP Paribas, en fait, il y a une gamme extrêmement large qui permet, en fonction des besoins ou des désirs de chacun, de l'implication de chacun, d'avoir un produit adapté. Comment ça se passe chez vous, par exemple, chez Mescart? Qu'est-ce qui marche le mieux comme type de fonds? Est-ce que vous faites best in class, exclusif, impactant, je ne sais quoi? Quel est le produit qui marche? Alors, effectivement, il y a une forte évolution. Quand on a créé ça dans les années 80,
on était plus sur ce qu'on appelait l'investissement éthique. Donc on exclut certains secteurs d'activité et ensuite on va essayer d'aller rencontrer l'entreprise pour comprendre son projet social au sens très large et décider si on peut l'intégrer dans ce type de fonds d'investissement éthique. À cette époque aussi, il y avait très peu d'outils qui existaient pour faire ça. Donc on était sur du qualitatif et du relationnel. Depuis le début des années 2000, il y a eu aussi un foisonnement d'acteurs extra-financiers justement qui sont apparus avec des agences de notation sociale notamment qui nous fournissent des données sur toutes les entreprises de façon très détaillée avec des éléments qui sont aussi bien qualitatifs que quantitatifs, les politiques mises en place, les moyens alloués à ces politiques, les résultats obtenus. Donc on a quand même des éléments très tangibles pour prendre ces décisions. Et donc effectivement, après, il y a eu cette époque best in class qui permet de minimiser les risques environnementaux et sociaux. Je ne prends pas les moins bons des secteurs d'activité. Mais la tendance, effectivement, depuis quelques années, c'est d'aller beaucoup plus loin en disant je ne veux pas simplement ne pas être dans ceux qui ont des mauvaises pratiques, je veux, de façon positive, sélectionner les entreprises qui ont des bonnes pratiques, qui ont une vraie valeur ajoutée au niveau social ou environnemental. Et c'est là où l'importance, c'est non seulement de mettre en place des méthodes, mais aussi d'expliquer, de faire des rapports dessus, de reporter aux clients, parce que ça, c'est un enjeu fort. On parlait des ODD, des objectifs du développement durable tout à l'heure. Effectivement, c'est aujourd'hui le bécherel universel de tous les investisseurs qui parlent des ODD. Pour autant, il faut être extrêmement vigilant parce que ce qu'on voit aussi apparaître, on parlait de greenwashing au tout début, c'est l'ODD washing. Alors, moi, j'ai une entreprise, je ne sais pas, qui fabrique des roquettes et qui va vendre ça à l'Arabie Saoudite. Mes ODD, j'ai mis 17 critères, donc j'ai une empreinte carbone très faible. Il y a promotion de la paix quand même dans les ODD. Alors, est-ce que je peux avoir le label ou pas? C'était un peu le dessin là. Est-ce que je peux être le G ou pas? Clairement, aujourd'hui, les sujets autour de la défense, l'armement, ils font partie des secteurs d'exclusion en fait de nos métiers. Même si je suis le meilleur. Après, on peut discuter du sujet, mais ça même si grâce à moi, une ville entière, je nourris beaucoup de familles dans un territoire délaissé en France. Si mon actionnaire est un peu étatique, philosophico-économique intéressante dans le Cénac dans lequel on est, mais en termes de fonctionnement et de ce qui règle nos relations avec nos investisseurs. Donc il y a quand même une partie exclusion, on va dire, de certains secteurs. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc la stratégie best in class, elle ne vaut que pour certains secteurs. Par exemple, si Parex s'interdit d'aller dans l'armement. Oui, parce que c'est ce qui règle nos relations avec nos investisseurs d'une part, et c'est ce qu'on trouve dans nos pactes d'actionnaires avec les participations. Voilà. Après, on peut à nouveau se poser la question, puisque quand on regarde l'économie américaine, israélienne ou chinoise, on sait très bien qu'historiquement, il y a des bonnes choses qui sortent pour le civil, évidemment, de ces industries. Mais ça, c'est un autre point. Voilà. Mais en tout cas, juridiquement, c'est comme ça. Je pense que nous, on a un métier assez merveilleux sur ces sujets-là, parce qu'on est dans l'action, on vit aux côtés des entrepreneurs, des entreprises, donc on a, au-delà d'avoir ces secteurs d'exclusion, on en a parlé. J'ai parlé tout à l'heure avec le transport du fait que, en amont de nos prises de participation, on regardait évidemment des critères financiers, mais on avait aussi une analyse de l'extra-financier pour voir le bon match et déjà le bon niveau d'exigence. Après, vivant avec les entreprises, on a la capacité de se donner des feuilles de route aussi. Voilà. Et donc dans les 100 points de reporting, là, qui est le dernier point, puisque après avoir donné des mesures, il faut prendre la mesure aussi. Quand on prend ces 100 points, on en retient 3 à 4 par entreprise, où on se dit, voilà, les axes de progrès qu'on se donne, et donc en fonction de l'activité, c'est plutôt vers le E, c'est plutôt vers le social, plutôt vers le sociétal, et on va essayer d'aller chercher un niveau d'exigence plus important sur tel ou tel critère. Voilà. D'accord. Alors j'avais une question pour tous les trois. Là, on parlait des 17 points, là, des 100 points de reporting, etc. Est-ce qu'on n'est pas en train de construire, on a parlé, je pense que le ministre a parlé de la loi Pacte avec toutes sortes de choses dedans. Est-ce qu'on n'est pas en train de construire une espèce d'énorme et monstrueuse usine à gaz avec tout ça? Est-ce qu'il ne faut pas laisser les gens un peu libres de décider, comme disait le ministre tout à l'heure, de ce qui est décent et de ce qui est indécent? C'est un peu à moi de juger, j'ai peut-être pas besoin d'avoir tous ces critères. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller un peu trop loin, on va dire, dans le truc, les compliance à l'anglo-saxonne?
Non, moi je pense pas, parce qu'il faut, c'est comme tout, les ODD, enfin ONU, au démarrage, c'est un cadre, comme une directive européenne, si vous voulez, très générale, donc on est très high level, donc ça donne des axes de réflexion, et puis après chacun mène sa vie, voilà, de façon pragmatique. Nous on a retenu 100 critères, donc ils sont divisés sur le E, le S et le G. On aurait pu en prendre 40, on aurait peut-être pu en prendre 150, et voilà, mais ça c'est une application d'une matière, d'ailleurs à travers notre échange, qui est vivante, bouge et de plus en plus. Et puis où on est en train de normaliser du qualitatif, donc ce qui est toujours plus compliqué aussi que la normalisation du quanti. Aurélie, Raphaël, vous qui êtes dans le milieu, si je puis dire, depuis longtemps, est-ce que vous n'avez pas tendance à... Est-ce que vous ne croyez pas qu'on est en train d'un peu trop normaliser tout ça, là? Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas ouvrir les fenêtres, se dire remettre du bon sens? Alors, du bon sens toujours. C'est-à-dire qu'en fait, il faut parler avec des mots et d'ailleurs, les termes ISR, etc., ça reste très compliqué. Donc, il va y avoir un gros enjeu, effectivement, dans la manière dont on va parler de ces enjeux à nos clients qui est important. En revanche, néanmoins, il faudra quand même qu'on leur donne aussi, parce qu'on parle d'actes concrets au travers de notre investissement, il faut montrer que c'est concret. Et donc, moi, je pense toujours à cette appli Yuka, vous savez, qui permet de dire, voilà, en fonction des aliments que je consomme, quel est l'impact sur ma santé. À terme, c'est ce qu'il faudra avoir. En fonction des investissements que je fais, le Yuka de l'épargne financière, mais le Yuka de plein de choses. Donc ça, c'est le premier sujet. Après, l'enjeu, il est quand même de faire en sorte qu'on apporte de plus en plus de flux financiers sur ces sujets socio-environnementaux. On doit, si on veut être dans la trajectoire climat, et il faut qu'on y soit, et c'est irréversible, il faut qu'on baisse de 4% les émissions de gaz à effet de serre chaque année. Enfin, là, les experts en parleraient mieux de moi. Ça veut dire qu'il faut massivement apporter des flux. Et ça veut dire qu'il faut actionner tous les leviers, il faut qu'il y ait une offre globale la plus large possible. Il faut que nous, on puisse, en tant que financier, en tant que société de gestion, pouvoir actionner tous les leviers. Quand on est une banque, d'ailleurs, on pense qu'on ne peut pas tout, c'est clair, il faut qu'on reste humble, on a encore beaucoup de choses à faire. Ceci étant, on a cette chance d'être au carrefour de tous les acteurs. Et on pense que, donc nous, ce qu'on peut faire en tant que financier, on a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on peut orienter les flux vers une économie plus décarbonée. Ça, c'est essentiel. Ce ne sera pas suffisant. Il faut qu'on oriente les flux, bien sûr, sur les énergies renouvelables. Tout ça, ça va permettre l'épargne. Il faut qu'on oriente nos flux sur les énergies renouvelables. Donc, nous, on a dit, par exemple, on va doubler nos investissements sur les énergies renouvelables. Ça ne suffira pas non plus. Il faut qu'on innove. Les financiers que nous sommes, on a cette capacité à créer des nouveaux flux au travers de l'innovation financière. Et l'innovation financière, elle est en train, il y en a de plus en plus. Ça a commencé par le contrat impact social pour l'économie sociale et solidaire. On parle aujourd'hui des contrats impact. Comment, quand j'accompagne une entreprise dans ses crédits, je vais la récompenser au travers de son taux d'épargne parce qu'elle aura aussi atteint, par exemple, une baisse de ses émissions à gaz à effet de serre, ce qu'on appelle les crédits impact. Et je peux innover aussi. Je vais aller jusqu'au bout, c'est innover aussi, non, parce que ça va rejoindre l'épargne. Et je peux innover aussi dans l'offre que je vais faire à mes clients entreprises ou mes clients particuliers. Parce que ce qui va changer, et le plus gros moyen de faire bouger les choses, c'est de pouvoir embarquer tout le monde. Les clients particuliers, les clients entreprises. C'est ça qui va changer la donne. Il faut qu'on puisse les sensibiliser, il faut qu'on puisse leur dire que tu peux toi aussi, on peut tous agir au travers de notre épargne, et c'est ça l'enjeu de tous. Qu'on soit sur du fonds de gestion, parce que je vais investir dans une entreprise de nos côtés, et vous allez pouvoir investir dans une entreprise de nos côtés, parce qu'on aura accompagné sa transformation vers une économie plus sociale et environnementale. Merci Ravel. Alors Aurélie, je rappelle, ma question c'était, est-ce qu'on n'est pas en train de créer de la bureaucratie? Est-ce qu'il y a trop de normes? Ou vous considérez que c'est normal et qu'effectivement on est obligé de mettre des règles du jeu objectives? Comment vous voyez l'évolution des choses chez Mescart, où vous pratiquez ça depuis quelques décennies? Alors mon sentiment personnel, c'est que pour l'instant on n'est pas du tout en phase de normalisation. On est en phase de foisonnement, donc on voit chaque société de gestion qui crée son propre reporting ESG avec ses propres indicateurs, qui est lié aussi aux demandes réglementaires, à de nouvelles exigences qui sont très fortes, et notamment la fameuse article 173 que tous les investisseurs connaissent, de la loi transition énergétique pour une croissance verte de 2015. Oui, tout à fait. Rappelez-nous quand même ce que c'est, l'article 173. Des investisseurs les connaissent, mais les investisseurs connaissent, mais j'allais y venir, bien sûr. Oui. Le fameux article 173, c'est demander à tous les investisseurs de communiquer, de publier un rapport sur la façon dont ils intègrent les risques ESG
et notamment climat, mais pas uniquement, dans leur politique d'investissement. Et là, on parle de politique d'investissement globale, on n'est plus sur une gamme de fonds qui serait ISR à impact thématique ou autre. C'est globalement, au niveau de la société de gestion, comment sont pris en compte les risques ESG dans la politique d'investissement. Et ça a été extrêmement fort sur la place de changer. Tout le monde a dû publier, c'est une obligation réglementaire, mais pour autant, chacun le fait comme il le souhaite. Donc on n'est pas du tout en phase de normalisation, on est en phase de foisonnement, de développement, et peut-être qu'à un moment donné, il faudra normaliser. Et je suis tout à fait d'accord, l'objectif, c'est de donner des éléments qui soient tangibles. Donc j'ai bien aimé le Yucca de l'investissement. C'est sûr que ça serait pratique si c'était vert, orange ou rouge. Alors peut-être juste pour compléter par rapport à ça. Juste, moi j'ai deux questions, parce que malheureusement on est pris par le temps. J'ai deux questions simples que je voudrais poser à tous les trois. Un, je rebondissais par rapport au discours de Bruno Le Maire tout à l'heure. Il nous a parlé de la raison d'être, que c'était extrêmement important, etc. C'est dans la loi PAC, c'est une option légale, ce n'est pas obligatoire, je rappelle. Est-ce que dans vos sociétés ont une raison d'être? Est-ce que vous avez entamé ce processus désormais légal, puisque c'est extrêmement important d'avoir une raison d'être pour pouvoir embaucher des jeunes, etc. Et avoir, et j'imagine, être responsable et impactant sur la société? C'est la première question. La deuxième, est-ce que vous recommandez à vos investisseurs d'acheter de la Française des Jeux? Est-ce que c'est un investissement éthique ou pas? Est-ce que, voilà, haute grande réussite dont nous a parlé le ministre ce matin pour développer un capital responsable? Alors, Aurélie, c'est des questions un peu pièges peut-être, mais elles sont assez simples. Alors, la raison d'être, on ne l'a pas encore véritablement officialisée, formalisée, mais c'est vrai qu'elle est inhérente aussi à l'engagement qu'on a pris, et notamment l'engagement de transparence vis-à-vis des clients, de continuer à développer sur ces thématiques. Et juste pour justement continuer avec l'idée du Yucca, ce qui a quand même beaucoup évolué, c'est l'empreinte carbone, parce qu'aujourd'hui, réglementairement, et c'est peut-être la partie normalisée aujourd'hui, même s'il y a encore beaucoup de différence, c'est l'empreinte carbone réalisée sur les portefeuilles où on va calculer les émissions de CO2 directes et indirectes des entreprises dans lesquelles on investit. D'accord. Alors, maintenant, la raison d'être, donc pas encore, c'est en réflexion. Le Française des Jeux. Alors, bon, et juste quand même pour finir sur ces empreintes, l'empreinte, parce que c'est notre raison d'être, donc c'est en lien quand même avec la question. Le but, c'est de développer de nouveaux indicateurs, des empreintes. On a mis en place une empreinte sociale, on a mis en place une empreinte sur l'eau et l'alimentation, et il y a d'autres thématiques qu'il va falloir développer, notamment la biodiversité, comment évaluer l'impact des entreprises sur la biodiversité. Après, sur la Française des Jeux, alors nous, de par la nature de nos investissements, bon, évidemment, on n'est pas du tout sur la Française des Jeux. D'accord, très bien, ouais, c'est clair. Alors, j'imagine BNP Paribas, pour la question 2, Française des Jeux, je peux vous sortir dans l'embarras. Je ne suis pas dans l'embarras. Bruno Le Maire dit que c'est un succès fou, les donc, consommateurs veulent participer à l'économie. Et j'imagine qu'on en aurait parlé si le premier réseau bancaire français ne distribuait pas l'action Française des Jeux. Donc je vous dispense de la deuxième réponse. Et la première aussi. Et la première, la raison d'être, c'est quand même intéressant de savoir, là, je pense que devant vous, vous avez Geoffroy Roux de Bézieux qui a doté le MEDEF d'une raison d'être. Alors vous, pourtant, il n'était pas absolument fan de cette loi PAC, enfin de ces dispositions au départ. Est-ce que vous... nous, on a doté... Non, il va s'exprimer tout à l'heure, mais vous, alors, vous en êtes où à BNP Paribas ce travail? On a doté la BNP Paribas d'une direction de l'engagement d'entreprise qui a intégré le COMEX du groupe BNP Paribas. On s'est fixé des objectifs, on a inscrit des objectifs de développement durable dans notre projet d'entreprise. Ça veut dire qu'on se dit qu'on a identifié nos financements et on se donne des objectifs de financement sur ces objectifs de développement durable, des objectifs qui sont audités, des objectifs qui sont publics. Et donc en fait, on a publiquement exprimé notre volonté de changer totalement notre modèle et cette transformation de modèle est en cours. Je voudrais juste revenir, mais très très vite. Très vite, parce que là on va se faire engueuler et il doit... C'est juste un truc, parce que... Nicolas, j'aimerais bien que Nicolas s'exprime. Non mais juste un truc, parce que vous parliez de normes, etc. Le vrai sujet, là c'est pas forcément des normes ESG, etc. C'est de se dire, parce qu'on a tous besoin d'agir. Alors c'est une belle transformation, mais il faut qu'on y aille quand même. C'est comment, parce qu'on parle d'épargnants, on va montrer qu'il y a ce lien. Et donc à un moment donné, il faudra qu'on puisse quand même... Alors le terme monétiser n'est peut-être pas joli, mais monétiser cet impact social et environnemental. Comment on va faire pour prouver, et c'est plutôt là-dessus, au-delà des labels, etc., le gros travail qu'on a réalisé, c'est celui-ci. Alors,
Nicolas, sur La la raison d'être, est-ce qu'il y a une raison La d'être deuxième à question, Sparks? elle est très simple. Ça fait partie des secteurs d'exclusion, le jeu, dans le private equity d'une façon générale. Donc voilà, de toute façon, on n'est pas en position de De toute façon, recommander c'est coté, ça. On alors, n'est pas en peut-être, position de ouais. recommander ça, exactement, ni de faire ça. Ensuite, on a évidemment une sensibilité au sujet de la raison d'être. Enfin, j'espère avoir été pratique dans la façon dont je vous ai expliqué, dont on faisait ce métier, au-delà de traiter les sujets de reporting ou de travail sur ces dimensions ESG avec nos entreprises. Donc ça fait partie vraiment de façon très profonde de notre job. Et à nouveau, on pense que c'est de cela aussi Alors, en naît cours aussi la réflexion financière. sur la raison d'être. Alors je vous donne une petite info, c'est que Challenge, j'ai lancé ça la semaine dernière, on va se doter d'une raison d'être, ce qui est pas mal pour un journal et assez inhabituel, hein, parce qu'on va être les seconds après La Voix du Nord. Donc voilà. François, je te laisse. Je suis désolé, vous aviez encore beaucoup de choses à dire les uns et les autres. Merci de votre patience. Tu veux dire quelque chose? C'était Nicolas, Nicolas. juste dire Alors, pour il a le droit illustrer, encore à dernier deux point. phrases. Parce que c'est Nicolas. Merci François, merci. Mais vraiment, hein. Il est lyonnais, allez. Il part à New York tout à l'heure, donc Pour il a changé son voyage. illustrer la raison d'être, on va créer une fondation en fait chez Ciparex. Donc, parce que j'ai parlé de ce qu'on faisait avec nos entreprises, mais on s'applique aussi des choses à nous-mêmes. Alors ça existe déjà dans les grandes maisons, mais on a décidé de regrouper en fait nos actions de philanthropie et de l'abriter sous la fondation Entreprendre, que je salue, qui est très bien représentée ce matin, Blandine et Laurence. Et donc ça va donner encore plus d'impact et de force à ce qu'on fait en la matière. Et la toute dernière chose, François, et je me permets de changer de casquette 2 secondes, et ça c'est une conviction personnelle, il y a beaucoup d'argent aujourd'hui qui est fléché vers l'environnemental, dans la philanthropie d'une façon générale. Je pense qu'il y en a moins dans le social et le sociétal, et donc je prends ma casquette sport dans la ville et en faisant aussi référence à ce qui s'est passé ce matin, pas pour que ça se flèche plus vers sport dans la ville, mais pour dire que c'est des enjeux évidemment de société fondamentaux et que c'est important de mettre un effort financier aussi massif sur ce thème.